Donc j'invite Théo à venir nous rejoindre. Théo Morfoise, donc, qui travaille au laboratoire de Saclay à Neurospin et qui va nous présenter les versants neuroscientifiques de ce projet. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ici pour vous présenter les travaux du laboratoire de Neurospin et qui ont pour but de mesurer l'impact du programme Un violon dans mon école grâce notamment à des expériences d'imagerie cérébrale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien démarrer ce genre de présentation par quelques croyances et mythes autour des neurosciences et de la musique. Donc, je pense que vous avez tous reconnu ici Albert Einstein, donc le grand physicien, et que vous connaissez tous, en tout cas la plupart d'entre vous, ses théories sur la relativité générale. Vous savez aussi sans doute que Albert Einstein était un violoniste assez aguerri, ou en tout cas, il avait une pratique musicale assez quotidienne, et il a souvent postulé en fait que la pratique musicale du violon l'avait aidé dans l'élaboration de certaines de ses hypothèses et de certaines de ses théories. Et le cas d'Albert Einstein, ce n'est pas un cas isolé. On connaît grand nombre de grands scientifiques et de non-scientifiques qui avaient une pratique musicale très soutenue, en tout cas quotidienne, et ils ont souvent décrit que cette pratique-là les avait aidés à devenir ce qu'ils étaient. Donc tous ces récits, ces croyances nous ont amenés aujourd'hui à croire collectivement et peut-être inconsciemment que la musique pouvait nous rendre plus intelligents, et si tel était le cas, qu'elle devrait être enseignée à tous les élèves en France ou peut-être dans le monde. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui est assez ancienne. Déjà, les Grecs, et notamment Aristote, s'étaient interrogés sur la question et avaient prédit que la musique, la pratique de la musique, pouvait développer notre vertu et donc notre intellect. C'est aussi une idée qui a fait son bonhomme de chemin dans les instances gouvernementales. Par exemple, déjà en 91, le ministère de l'Éducation disait que la pratique de la musique pouvait contribuer à l'acquisition de compétences transversales ou transverses, donc c'est-à-dire à l'acquisition de compétences non musicales. Mais que nous dit la science réellement ? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur les valeurs extrinsèques de la musique ? Dans le domaine scientifique, cette idée-là, elle a été mise en lumière par l'effet Mozart, qui prédit que si on écoute 15 minutes par jour Mozart, ça va nous rendre plus intelligents. Bon, si cet effet-là, il a été aujourd'hui réfuté, ou en tout cas il a été expliqué par d'autres paramètres, l'idée plus globale qu'il peut y avoir un transfert de connaissances de la musique vers d'autres domaines non musicaux, tels que les mathématiques par exemple, ou le langage, c'est une idée qui est encore très débattue. Il n'y a pas de consensus, à mon sens, sur le sujet. Et c'est donc cette question qui a motivé notre projet aujourd'hui. Est-ce que la musique a un impact sur des domaines non musicaux ? Et je vais me focaliser aujourd'hui sur est-ce que la musique a un impact sur les circuits neuronaux de ces domaines en question. Pour pouvoir répondre à cette question de la manière la plus rigoureuse et scientifique possible, on a dû élaborer un projet à Neurospin, projet que je vais vous décrire maintenant. L'idée, c'est de faire des expériences d'imagerie cérébrale à l'aide de deux outils que sont la magnétoencéphalographie et l'IRM fonctionnel. Je vais vous présenter ces deux outils ensuite, avec 60 élèves. Donc il y a 30 élèves qui font partie des écoles violon et 30 élèves qui font partie des écoles témoins, donc qui n'ont pas d'éducation musicale formelle. À l'instar de ce qui a été fait par le groupe de Sciences Po, on veut utiliser une approche longitudinale, c'est-à-dire qu'on veut faire exactement les mêmes expériences d'imagerie cérébrale avec les mêmes enfants à la fin de chaque année scolaire, donc lorsqu'ils seront en fin de grande section, fin de CP et fin de CE1. Et nous, on s'est intéressé à certains domaines en particulier, notamment les mathématiques et l'attention sur lesquels je vais me focaliser aujourd'hui. Donc on veut voir l'impact de la musique sur les réseaux cérébraux de ces domaines en question. Donc bien évidemment, on a commencé ces expériences d'imagerie cérébrale. Donc on a réussi à recruter au tout début, donc à la baseline, 58 enfants, donc 36 violons et 22 témoins. Après, ils sont venus une première fois lorsqu'ils étaient en fin de grande section et on a pu inclure dans nos analyses 53 enfants. Et ils sont revenus une deuxième fois quand ils étaient en fin de CP et donc on a inclus 46 enfants. Dans les semaines à venir, ils vont revenir une troisième fois à Neurospin pour refaire exactement les mêmes expériences et on attend autour de 46 enfants. Avant de vous décrire plus en détail ces différentes expériences d'imagerie cérébrale, je voulais d'abord vous dire deux mots sur les différentes hypothèses qu'on a pu postuler et qui pourraient expliquer l'impact de la musique sur la cognition humaine. Donc pour pouvoir élaborer ces hypothèses-là, on s'est bien sûr basé sur la littérature et on est arrivé avec 4 hypothèses qui ne sont pas forcément exclusives, c'est-à-dire qu'elles peuvent être toutes vraies ou toutes fausses ou certaines juste vraies.
La première hypothèse, c'est que la pratique de la musique pourrait avoir un impact positif sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc c'est tout ce qui englobe, par exemple, la mémoire, les capacités d'attention ou d'inhibition. Et on sait que si on développe ces fonctions exécutives, ça va nous aider ensuite dans l'apprentissage scolaire de manière générale. La deuxième hypothèse, c'est celle qui a été la plus étudiée à mon sens, c'est le lien ténu qu'il peut y avoir entre musique et langage. Par exemple, le simple fait que quand vous pratiquez de la musique, vous allez faire travailler votre oreille, vous allez être plus capable de discriminer par exemple deux notes, un do et un ré, et donc ça va vous aider à discriminer plus facilement deux syllabes ou deux phonèmes. Et ensuite, si vous avez de meilleures capacités langagères, ça vous aide de manière générale à l'école. La troisième hypothèse a été un peu moins étudiée, c'est le lien entre musique et développement socio-émotionnel. Donc, comme il a été un peu rappelé ce matin, le simple fait de jouer de la musique, notamment en orchestre, ça nous permet de mieux comprendre peut-être nos émotions et aussi les émotions des autres. Et on sait qu'il y a un cercle vertueux entre développement cognitif et développement socio-émotionnel. Enfin, la dernière hypothèse, c'est celle peut-être qui est la plus proche de ce qu'on fait dans le laboratoire. Elle postule qu'il y a un lien de haut niveau entre trois domaines qui sont la musique, les mathématiques et le langage. Ces trois domaines partagent par exemple des notions de récursivité, de symbolisme, d'abstraction. Et donc si on pratique nos capacités d'abstraction dans un domaine, ça peut nous aider à comprendre des notions abstraites dans un autre domaine par exemple. Donc je le répète, ces quatre hypothèses ne sont pas forcément exclusives, mais par contre on a essayé de développer des expériences d'imagerie cérébrale qui vont isoler chacune de ces hypothèses. Et la première de ces expériences que je vais vous présenter, elle a été faite en magnétoencéphalographie. Et elle a pour but de voir si la musique nous aide à mieux sélectionner certaines informations, ou plus en détail, si elle nous aide à mieux inhiber des informations qui nous sont inutiles. La magnétoencéphalographie, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça, c'est cette grosse machine, avec une sorte de gros casque, et vous allez mettre votre tête dedans, et ça va mesurer l'activité cérébrale dans le temps. Et ça a un gros avantage, c'est que ça a une haute résolution temporelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre réellement, à l'échelle de la milliseconde, les processus mentaux en place pour une tâche donnée. Donc cet outil-là va nous aider à mesurer les capacités d'inhibition des enfants violons et des enfants témoins. Donc quelle est la tâche? Elle est assez simple. À chaque essai, les enfants, les participants vont voir 5 animaux comme ça, ici 5 loups, et ils devront indiquer dans quel sens est orienté l'animal au centre. Donc ici, l'animal va vers la gauche, donc ils doivent appuyer sur le bouton gauche. Si l'animal allait à droite, ils devront appuyer sur le bouton droit. Donc ici, ce sont des essais très simples parce que tous les animaux vont dans le même sens. On dit que ce sont des essais congruents. Mais bien évidemment, on a rajouté également des essais un peu plus compliqués qu'on appelle incongruents, dans lesquels l'animal au centre est orienté dans le sens inverse des 4 autres animaux qu'on appelle les animaux distracteurs. Donc en fait, on doit inhiber visuellement l'information des distracteurs pour pouvoir donner la bonne réponse, qui est ici d'appuyer sur le bouton droit. Enfin, on a un troisième type d'essais qu'on appelle les essais no-go, qui sont beaucoup plus rares, 20% contre 80%. Ils sont symbolisés par le fait que l'animal du centre est différent des animaux distracteurs, et dans ce cas-là, vous ne devez appuyer sur aucun bouton. Donc on est habitué à faire droite, gauche, etc. Et à ce moment-là, quand on a un essai no-go, on doit se rappeler qu'on doit appuyer sur aucun bouton. Donc ici, on a deux types d'inhibition. Une première inhibition qu'on appelle visuelle, donc c'est le contraste entre les essais incongruents et les essais congruents. Et une inhibition qu'on appelle motrice, c'est le contraste entre les essais no-go et les essais go, donc qui sont congruents et incongruents. Avant de rentrer dans les résultats de cette expérience, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez vous essayer de répondre aux essais en répondant droite ou gauche en fonction de l'orientation de l'animal au centre. Donc c'est un peu rapide, c'est plus rapide que ce qui est présenté aux enfants. Donc ici, il faut dire gauche, droite, gauche. Et enfin, un essai no-go, vous devez appuyer sur aucun bouton. Donc qu'est-ce qu'on mesure dans ces expériences d'imagerie? D'abord, on a des résultats comportementaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les performances des enfants et aussi mesurer le temps de réponse de chacun des groupes. Ici, vous voyez la distribution des temps de réponse des enfants violons la première fois qu'ils sont venus à Neurospin lorsqu'ils étaient en fin de grande section, donc après 2 ans de programme. Vous avez la distribution pour les essais congruents en clair ici et la distribution pour les essais incongruents en plus foncé ici. La première chose qu'on peut voir, c'est que les enfants mettent plus de temps dans les essais incongruents que dans les essais congruents.
Ce qui est normal, lorsque vous avez des essais incongruents, il y a un processus mental supplémentaire d'inhibition visuelle, donc vous mettez plus de temps à répondre. C'est vrai pour les violons, mais c'est vrai aussi pour les enfants contrôle. Ils mettent toujours plus de temps dans les essais incongruents que dans les essais congruents. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir la différence entre les deux groupes. Et comme vous pouvez voir, je pense déjà, les enfants violons sont plus rapides dans les essais congruents que les enfants témoins, mais ils sont encore plus rapides également dans les essais incongruents. On dit qu'il y a une interaction entre le groupe et le type d'essai. Donc les violonistes sont significativement plus rapides dans les essais incongruents que les enfants témoins. C'est vrai en fin de grande section, et on observe globalement le même pattern en fin de CP avec des violons qui sont toujours plus rapides que des témoins. Néanmoins, les différences ne sont plus significatives. C'est sûrement dû à un effet de plafond. En fait, tous les enfants deviennent trop forts pour ce genre de tâches, et du coup, il n'y a pas assez d'espace pour voir de différence entre les deux groupes. Mais pour résumer, on pourrait dire que les violonistes sont plus rapides que les témoins, notamment aux essais incongruents. Mais ça ne s'arrête pas là, ils ne sont pas seulement plus rapides, ils vont être aussi meilleurs. Donc ici, ce que je représente dans l'axe des Y, c'est le pourcentage d'erreurs sur les trois types d'essais, les essais congruents, incongruents et no-go. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'aux essais congruents et aux essais no-go, ils sont particulièrement forts, ils font très peu d'erreurs. Ils font un peu plus d'erreurs juste aux essais incongruents, qui sont plus difficiles parce qu'on doit inhiber visuellement l'information. Par contre, si on regarde les résultats des enfants témoins, ils sont pareils, ils sont au même niveau sur les essais congruents et sur les essais no-go. Par contre, ils font beaucoup plus d'erreurs aux essais incongruents. Donc en fait, il y a une différence significative en termes de performance entre les enfants violons et les enfants contrôle. Pareil, c'est vrai en fin de CP. Comme avec les temps de réponse, la différence n'est plus significative. Encore une fois, je pense que c'est dû à des effets de plafond qu'on va essayer de contrecarrer lorsqu'ils vont revenir une troisième fois. Et pour résumer, je dirais que les violonistes font moins d'erreurs que les enfants témoins, notamment et seulement ici, en fait, aux essais incongruents. Donc ils sont plus rapides, ils sont plus performants. Donc ça, on a obtenu ça avec le sous-groupe d'élèves qui sont venus à Neurospin, mais on a réussi aussi à répliquer ces résultats-là avec un plus gros échantillon de 300 élèves. Et dans les semaines à venir, on espère aussi répliquer ce résultat-là avec 500 autres élèves supplémentaires. Donc je vous ai présenté ici une première expérience en magnétoencéphalographie. Je vais enchaîner maintenant avec une expérience en IRM fonctionnelle qui a pour but de voir si la musique a un impact sur les réseaux mathématiques. L'IRM fonctionnel, vous connaissez sans doute, ça ressemble à ça, hein, c'est la même chose qu'il y a dans les hôpitaux. Et à l'instar de la magnétoencéphalographie, ça va mesurer l'activité cérébrale lorsqu'on est en train de faire une tâche, par exemple. Par contre, ça va avoir une haute résolution spatiale et non temporelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre réellement où les choses se passent dans le cerveau avec une précision spatiale beaucoup plus importante. Donc on va utiliser cet outil-là pour mesurer l'impact sur les réseaux mathématiques, et on va utiliser un paradigme qui a été en fait développé par Marie Amalric et Stanislas Dehaene dans le laboratoire il y a quelques années. Le paradigme est assez simple, on va présenter aux enfants des courtes phrases et mélodies, et ils devront juger si les phrases sont vraies ou fausses, et si les musiques sont bizarres ou pas bizarres. Il y a quatre types de conditions. Il y a des phrases mathématiques, 3 plus 3 font 12, on doit dire si c'est vrai ou faux. Des phrases de connaissance générale, où, par exemple, une fourmi est un insecte noir. Des phrases relatives à la théorie de l'esprit, donc on doit se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour pouvoir juger de la véracité de la phrase. Et enfin, des musiques qui peuvent être consonantes ou dissonantes. En fait, on va changer juste un tout petit peu la fréquence de la dernière note, dans le cas de la dissonance. Ce paradigme-là, il est important parce qu'il nous permet d'isoler et de séparer les réseaux cérébraux des différents domaines que sont les mathématiques, le langage, le cerveau social et la musique. Et ça nous permet aussi de mesurer la maturité et le développement de ces réseaux cérébraux-là. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les réseaux des mathématiques, mais on peut discuter du reste si ça vous intéresse. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est répliquer les résultats obtenus chez l'adulte, donc par Marie Amalric et Stanislas Dehaene, dans leur premier papier. Donc ici, vous voyez les résultats obtenus chez l'adulte, et vous voyez en rouge les régions qui s'activent plus fortement lorsque les participants écoutent des phrases mathématiques, et en jaune, des régions qui s'activent plus fortement lorsqu'ils sont en train d'écouter des phrases non mathématiques. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3 régions assez spécifiques des réseaux des mathématiques. La première région ici, qu'on appelle intrapariétal sulcus,
à gauche et dans l'hémisphère droit aussi, des régions temporales, encore une fois, dans les deux hémisphères, et 2 petites régions frontales. Voici ce qu'on a obtenu avec les enfants qui sont venus à Neurospin. Donc, peu importe si c'est des enfants contrôle ou violon, ou s'ils sont venus en grande section en fin de CP, ce qu'on peut voir directement, c'est qu'on a réussi à répliquer ce qui a été obtenu chez l'adulte avec les 3 zones bien spécifiques, l'IPS, les régions temporales et les régions frontales. On peut voir quelques différences, notamment dans les régions temporales droites, mais bon, c'est des détails, je peux y revenir ensuite. Donc la première chose, c'est qu'on a réussi à démontrer que les réseaux cérébraux des mathématiques étaient déjà présents chez des enfants de 5-6 ans, ce qui n'a pas été totalement montré dans le passé. Bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la différence entre les enfants violons et les enfants témoins. Donc là, ce que je représente ici en orange, c'est les résultats pour les violons seuls, les violonistes seuls, et en bleu, les résultats pour les contrôles seuls. Ce qu'on peut dire assez rapidement, c'est qu'on observe les 3 régions des réseaux des mathématiques, à la fois chez les violons et à la fois chez les contrôles. Pour essayer de voir la différence entre ces 2 groupes, on peut essayer de faire une sorte de soustraction entre ces 2 cartes. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça l'idée. Et ce qu'on obtient, c'est ça. Globalement, ce qu'on peut dire assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les violons et les contrôles à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de région qui s'active plus fortement chez les violons lorsqu'ils écoutent des phrases mathématiques que chez les enfants témoins. Donc les réseaux cérébraux des mathématiques sont assez similaires chez les enfants violons et chez les enfants contrôles. Bien sûr, on peut ne pas s'arrêter là et essayer de comprendre un peu mieux ces données-là et faire des analyses un peu plus poussées. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je vais vous montrer une de ces analyses-là. Donc, par exemple, on a fait un focus sur le sulcus intrapariétal dont je vous ai déjà parlé, notamment l'IPS gauche que vous voyez ici. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est les activations pour les 4 types de conditions dans cette région-là. Donc, ce que montre ce graphe-là, c'est que les violonistes activent cette région-là du cerveau lorsqu'ils écoutent des phrases mathématiques, mais également lorsqu'ils écoutent des mélodies musicales. Et ce n'est pas vrai lorsqu'ils sont en train d'écouter des phrases de connaissance générale, par exemple, ou des phrases de la théorie de l'esprit. Par contre, lorsqu'on regarde les résultats pour les enfants contrôle, ils activent aussi fortement cette région-là lorsqu'ils écoutent des phrases mathématiques. Ils activent très négativement ces régions-là pour les phrases de la théorie de l'esprit. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils activent beaucoup moins que les violonistes cette région-là lorsqu'ils écoutent des mélodies musicales. Donc, en un sens, on peut dire que les violonistes semblent utiliser certaines régions, notamment l'IPS gauche, mais c'est vrai aussi dans l'IPS droit. Ce n'est pas vrai, par exemple, dans les régions frontales ici. Ils semblent utiliser certaines régions mathématiques lorsqu'ils écoutent de la musique, et c'est vrai seulement pour les enfants qui ont fait du violon. Je vais maintenant donc conclure sur les 2 expériences de neuroimagerie que je vous ai présentées. Concernant l'expérience de magnétoencéphalographie, on a pu donc montrer que l'enseignement du violon semble avoir un impact positif sur les capacités d'inhibition. Néanmoins, avec les expériences d'IRM fonctionnelles, on a pu montrer que le programme Un violon dans mon école ne semble pas avoir d'impact, en tout cas à ce stade-là, significatif sur le développement des réseaux cérébraux mathématiques. Bien sûr, il y a encore énormément de choses à faire, il y a beaucoup de perspectives dans ce projet. Premièrement, on va avoir des résultats qui vont arriver dans les semaines à venir, lorsque les enfants seront en fin de CE1, après 4 ans du programme, donc à la toute fin du programme. Et donc, on va essayer de vérifier nos hypothèses et de voir s'il y a aussi une évolution. On va faire des analyses plus poussées aussi, à la fois sur l'IRM fonctionnel. Je vous ai présenté qu'une seule partie des résultats. On a aussi des données en IRM anatomique et de diffusion que je ne vous ai pas présentées aujourd'hui, mais c'est l'idée. Et enfin, concernant la tâche d'attention en magnétoencéphalographie, je vous ai présenté aujourd'hui que des résultats comportementaux, mais je ne vous ai pas présenté les résultats d'imagerie qui sont en train d'être analysés. Donc, voilà. Il y a aussi un deuxième volet dans ma thèse où on essaye de développer des expériences comportementales. Donc, en fait, on va venir avec des tablettes dans les écoles directement et tester un grand nombre d'enfants. Et on essaye d'évaluer plus finement les capacités d'abstraction qui ont déjà été évoquées ce matin des enfants pour essayer de comprendre si la musique peut avoir un impact sur ce genre de capacité-là. J'en profite donc pour finir cette présentation en remerciant différentes personnes. Donc, premièrement, les enfants et les parents qui sont venus à Neurospin et qui ont accepté de faire partie de ce projet. Je remercie aussi les équipes de Neurospin, donc mes directeurs et directrices de thèse, Stanislas, Ghislaine et Cassandra, et aussi Marie et Séverine qui ont énormément aidé à l'élaboration de ce projet.
Je remercie également mes collègues de Sciences Po, avec qui on a beaucoup discuté et on a échangé des données également, et bien sûr la Fondation Vareille, qui a permis ce projet et qui a permis ce colloque aujourd'hui. Je vous remercie à vous pour votre attention.